Simultanément, les beepers de centaines de membres du Hezbollah ont explosé. Des explosions qui ont entraîné la mort de 9 personnes, 2800 blessés. Exemple, dans ce supermarché en plein jour, tout s'est déroulé au beau milieu de l'après-midi. Regardez ce membre présumé du Hezbollah qui a été touché par l'explosion de son beeper. Regardez bien, l'homme est à gauche de l'écran, chemise claire et casquette bleue. Voilà, donc les beepers, ces petits objets électroniques que des militants du Hezbollah portent généralement à la ceinture, ont surchauffé puis explosé quasiment en même temps dans tout le pays. Il était environ 15h30 lorsque c'est arrivé et vous le voyez, vous l'avez vu sur ces images, ça blesse parfois les gens qui se trouvent autour d'eux. Donc on a pu voir tout ça grâce à des images de vidéosurveillance, mais aussi des vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Ce sont parfois les témoins qui ont filmé, comme ici, vous le voyez, c'est dans une chambre. Là on voit les dégâts qui ont eu lieu dans une maison, mais ça a pu se passer aussi sur des marchés, dans des boutiques, dans la rue. Et donc ces explosions ont eu lieu là où se trouvaient des membres du Hezbollah à cet instant. Et évidemment, il ne leur a pas fallu longtemps pour désigner un responsable, tout trouver, c'est Israël évidemment. Regardez, après avoir examiné tous les faits, nous tenons l'ennemi israélien pleinement responsable de cette agression criminelle qui a également touché des civils et a entraîné de nombreux martyrs et des blessés. Communiqué du Hezbollah il y a seulement quelques minutes, c'était tout à l'heure. Écoute, ce que vous racontez est tellement inédit. Il y avait des voitures piégées, on connaît des cas de téléphones piégés, de caméras piégées, mais à cette échelle-là, des centaines et des centaines de beepers. Ce soir, tous les hôpitaux du Liban sont pris d'assaut. Il y a un affolement qu'on peut comprendre. Est-ce que c'est Israël ? Écoutez, personne ne dit pour l'instant que c'est Israël. À part en tout cas, Israël, à part le Hezbollah. Il faut savoir que lors du premier communiqué qui avait été fait par le Hezbollah n'avait pas du tout cité Israël. Donc c'est par la suite. Il s'avère d'ailleurs que ça a été le premier qui a parlé du mot Israël, du nom d'Israël. Ça a été le ministre de l'Information libanais qui a cité Israël. Donc on voit d'ailleurs le lien entre l'État libanais et le Hezbollah. Et concrètement, personne ne dit que c'est Israël. Vous avez un sourire malicieux qui dit tout. Qui ce serait? Sinon, c'est pas les Martiens qui sont venus, qui en voulaient spécialement au Hezbollah. Hein? Écoutez, il y a énormément aujourd'hui de nations qui ont un fort potentiel technologique qui pourraient se permettre de mener ce genre d'action. Alors c'est vrai que c'est un travail avec une très forte précision technologique, avec un travail qui n'a pas été fait en 24 heures, avec du temps de préparation. Alors parlons-en Stéphane Gonin. Après on viendra à l'aspect politique et effectivement au Hezbollah qui accuse Israël avec sans doute beaucoup d'éléments, d'indices extrêmement probants. Mais d'abord la technique. Revoyons les images d'explosion dans le supermarché. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, c'est quoi, 20 grammes d'explosifs qui suffisent à l'intérieur d'un téléphone? Alors, un, c'est inédit. Deux, c'est d'un point de vue d'un service de renseignement, ça doit être une opération exceptionnelle en termes de capacité d'abord à cibler l'objet. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 5 mois que le Hezbollah a commencé à distribuer ce type de matériel à ses cadres, justement pour éviter les pénétrations électroniques, donc les interceptions, les écoutes que menaient les unités de guerre électronique. Donc ils étaient déjà piégés. À ce moment-là, quand il y a 5 mois ils arrivent, il y a déjà de l'explosif dedans. Il y a deux hypothèses. Pour l'instant, on le saura assez vite parce qu'il va y avoir les analyses qui vont être faites sur les. Si on verra s'il y a de l'explos dedans. Il y a deux hypothèses. Soit il y a eu une capacité de trouver une façon de faire péter les batteries, soit il y a une capacité de piéger l'ensemble de la chaîne, ce qui veut dire une capacité de pénétration des réseaux d'approvisionnement du Hezbollah au nez à l'arbre de leur service de sécurité qui est juste énorme. Et rappelons que effectivement, d'habitude, enfin, le piégeage d'un appareil de cette nature, ça se fait sur des cibles à haute valeur ajoutée. Typiquement, 96, Yahya Hayash, voilà, qui avait. Qu'on entende là, vous avez émis les deux hypothèses. Hein. Soit c'est la batterie qu'on a fait sauter, soit il y avait un explosif, 20 grammes d'explosif dedans, Stéphane Gonin. Oui, mais d'après les premiers éléments que l'on a, on s'aperçoit que ces batteries ont d'abord surchauffé avant d'exploser. Oui. Je voudrais vous rappeler une petite chose. Il y avait à l'époque le lancement d'une voiture électrique, dont je ne citerai pas le nom, qui avait aussi déjà des problèmes avec sa batterie au lithium. Je sais pas, ces voitures ont été ramenées parce que justement les batteries au lithium surchauffaient et du coup elles mettaient en danger la voiture et son conducteur. Donc là, pour le moment, on ne sait pas concrètement ce qu'il en est, mais toujours est-il que
D'après moi, ce que je peux comprendre et ce que je peux voir, je ne suis pas je ne connais pas la technologie au sens propre du terme, mais ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a eu une surchauffe de la batterie qui a amené l'explosion. Mais simplement, je voudrais il a été causé, attendez, Stéphane Molina. Voilà. Je voudrais simplement aussi revenir à ce que... Il n'y a pas 2800 batteries qui ont surchauffé d'un coup ensemble. Non, mais il y a eu un process sûrement de pénétration dans le système, cela va de soi, donc il y a eu un travail en amont. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle de dégâts collatéraux. Non, il n'y a pas eu de dégâts collatéraux, que les choses soient claires. Quand on regarde les images, ce sont des membres du mouvement terroriste Hezbollah qui ont été ou brûlés ou en tout cas blessés par ces appareils. Alors c'est vrai qu'il y a une petite fille qui a été touchée, mais peut-être qu'elle joue avec le téléphone. On verra. 2800, s'il y a 2800 blessés, on verra, on sera plus exact dans les bilans. Mais pour l'instant, si on reste simplement sur l'aspect technique, est-ce que oui ou non, qu'est-ce qui vous paraît le plus probable? C'est les 20 grammes d'explosifs ou c'est la batterie qu'on arrive à faire exploser à distance? Xavier, puis ensuite... a priori, il y a des premières analyses qui disent que c'est du PET, et même le PETN, d'après eux. C'est-à-dire, c'est quoi le PETN? C'est un type d'explosif, a priori, quelques grammes suffisent. Ils auraient été introduits soit directement dans la manufacture, peut-être en Chine, soit lors de la distribution directement au Liban. C'est incroyable. Donc ça veut dire que des centaines ou des milliers de beepers, ils ont réussi à mettre dedans un peu d'explosifs. C'est probablement qu'il y en a encore plein d'autres ailleurs qui sont potentiellement explosifs, mais qui n'ont pas activé le système, parce que là ils ont envoyé un SMS sur ces beepers pour les faire exploser. À ce sujet, on va écouter le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui le disait en février dernier, il avait trouvé la solution miracle pour ne plus se faire espionner, arrêter d'utiliser les téléphones portables et utiliser ces fameux beepers. Si vous voulez savoir où se trouvent les voleurs et les espions, les voici. C'est le téléphone portable que vous tenez dans votre main. C'est un espion tueur qui donne des informations très précises à nos ennemis. Je vous demande d'y faire très attention. La plupart des événements qui nous sont arrivés sont dus au téléphone portable. Il se méfiait, mais pas du bon Il doit bien regretter maintenant d'avoir conseillé d'utiliser des beepers général. Oui. Moi, ce que je pense, en tous les cas, c'est que ce sont des explosifs. On ne peut pas, comme on l'a dit, fait pas péter 2800 engins par sympathie exactement au même moment. Et ça me rappelle une autre opération qui avait été très réussie. Moi, je pense vraiment qu'il y a eu infiltration et puis pénétration de la chaîne d'approvisionnement. Une autre opération qui a été très réussie. Moi, il y a quelques années, je suis allé en Colombie et j'ai eu l'occasion de parler avec les gens qui ont libéré Madame Bettencourt. Voilà. Et bien, ils avaient pénétré l'opérateur de téléphone. Et il se trouve que ceux qui avaient pris Madame Bettencourt en otage, eh bien, se fournissaient toujours chez le même opérateur de téléphone. Et celui qui leur fournissait le téléphone, eh bien, c'était un membre des services secrets. Et puis, donc, au bout d'un moment, eh bien, il y avait des dizaines de téléphones qui étaient compromis par les services secrets colombiens et qui ont permis de récupérer Madame Bettencourt. Donc, on doit voir, alors, à une échelle alors là complètement différente, on a véritablement quelque chose de cette sorte-là, une pénétration de la chaîne d'appro qui a permis à un moment donné de placer quelque chose qui a explosé. Et indétectable, n'est-ce pas? Un téléphone portable, c'est quoi, 200 grammes, quelque chose comme ça, 150 grammes? Ça veut dire que, évidemment, on ne se rend pas compte de la différence si on met dedans. Mais là, c'est pas un iPhone, hein, c'est juste un beeper en plus. Alors, beeper, ça pèse quoi? Bon, ça pèse quelques. Oui, c'est beaucoup, c'est même encore moins. C'est beaucoup plus léger. Oui. Même si c'est 50 grammes, évidemment, s'il y a 3 ou 4 grammes, comme vous disiez, d'explosifs, ça suffit, on ne le repère pas. Donc, c'est indétectable. Ce qui va être intéressant de voir, c'est tout le parcours de ces beepers, où ils ont été fabriqués, comment ils sont arrivés sur le territoire libanais, par quelle étapes ils sont passés, et donc c'est là où ça va être intéressant. Mais la question... Regardez l'image, pardon, je vous interromps. Ça, c'est des images des beepers détruits, donc on a vu la version avant encore entière. Une fois que ça a explosé, c'est ça, et on s'approche maintenant vraiment de l'explication la plus complète, disons. On l'aura parce que les analyses qui vont être faites sur ce matériel, sur les morceaux qu'on voit là, vont vous montrer s'il y a du RDX, du C4, ou la nature de l'explosif, s'il y en a, ça laisse des traces, il y a des particules, donc on saura. Comment? Parce que vraiment,
l'explication technique là est passionnante. Comment est-ce qu'on peut télécommander autant d'appareils en même temps? C'est-à-dire il y a un officier de l'armée, sans doute israélienne, qui dans un bureau appuie sur un bouton et ça passe. Mais comment c'est possible? La liste des numéros de téléphone portable des beepers qui ont été distribués, elle est connue de la part d'Israël. Ils ont, en plus, vous savez que la transition des téléphones portables vers les beepers, ça s'est fait pour pouvoir utiliser le réseau téléphonique terrestre parallèle au réseau normal que l'Iran a fini de financer en début d'année 2024. Donc vu qu'ils ont réussi en plus à pirater les Israéliens ce réseau téléphonique terrestre, ils pouvaient forcément avoir une corrélation entre les beepers qui étaient utilisés, donc le numéro de téléphone qui était utilisé, et les gens qui allaient réellement derrière téléphoner sur ce réseau terrestre. Donc ils ont fait la corrélation, ils envoient un SMS à tous les beepers qu'ils connaissent comme étant possédés par des agents du Hezbollah et ils font tout sauter en même temps. Ouais, donc il y a un collègue de Stéphane Goldin, le lieutenant X, qui dans un bureau appuie simplement sur Enter à l'heure exacte. Écoutez, c'est sûrement un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, pour l'instant, personne ne peut dire qui est derrière cette opération, que les choses soient pour le moment claires. Alors c'est vrai qu'il y a une forte tendance à accuser automatiquement Israël, compte tenu de la situation et de la rivalité qui existe entre le Hezbollah et je dirais Israël, mais pour l'instant, personne ne peut prouver et dire que c'est Israël. La seule chose que l'on peut dire aujourd'hui, ce soir, c'est que Nasrallah doit quand même se poser des questions sur, et doit même avoir peur, sur même le tabouret sur lequel il est assis. Justement, on va aller poser la question à notre correspondant en Israël, à Haïfa, Nicolas Rouget. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce qu'à l'heure où on se parle, Israël a revendiqué cette attaque ? Non, bien sûr, Israël ne revendique pas généralement ces opérations clandestines, évidemment les frappes en Syrie en particulier, sur les intérêts de l'Iran et du Hezbollah. Donc il est probable qu'ils ne revendiqueront en tout cas pas dans l'immédiat cette frappe, mais tout le monde ici en Israël sait pertinemment bien d'un certain côté que c'est Israël qui est à la manœuvre. Il y a des gens qui distribuent des bonbons dans les rues de Jérusalem ce soir pour justement féliciter cette action israélienne au Liban. Dans les sources sécuritaires, on se dit évidemment que c'est une opération qui a dû prendre plusieurs mois, une opération très sophistiquée, interagence sans doute, et tout cela montre aussi que c'est sans doute les services secrets israéliens qui s'en sont chargés. Et évidemment, il y a tout le contexte aussi autour, notamment la décision hier du Conseil de sécurité israélien de faire du nord d'Israël un but de guerre, de ramener les 60 000 Israéliens déplacés en Israël vers leur maison au nord à la frontière libanaise. Et donc évidemment c'est aller plus loin, essayer de forcer la main pour que le Hezbollah baisse les armes. C'est en tout cas l'hypothèse qui a été mise ici. Sans doute forcer la main, on sait. Beaucoup de gens en Israël se sont demandé pourquoi est-ce que ce n'était pas une phase 1, pourquoi est-ce que ce n'est pas une première salve, pourquoi est-ce qu'Israël n'allait pas plus loin d'un certain côté, avoir profité de cette confusion qui a été créée au sein du Hezbollah ce soir et aller de l'avant. On pense ici que c'est sans doute la pression américaine et aussi des pays européens, notamment la France, qui ne veulent absolument pas voir le Liban s'effondrer. Et donc d'un certain côté, ce serait un message du gouvernement israélien pour que